maintenant il me revient la tâche d'un peu expliquer la procédure judiciaire. Depuis l'arrestation, le 11 avril 2019. Alors, moi je me souviens, le 11 avril 2019, on apprend que Julian Assange est arrêté. On a ces images où on le voit qui est extrait de l'ambassade. Et en fait, quand Julian arrive dans le commissariat de police, on lui dit en fait tu es arrêté parce que tu as fait un bail, un breach of the bail, c'est-à-dire que tu n'as pas respecté les conditions qui avaient été mises à ta libération dans l'affaire suédoise, et donc tu as été condamné pour ça à avoir un mandat d'arrêt. Donc un mandat d'arrêt avait été émis, et c'est sur cette base-là qu'il est extrait de l'ambassade. Donc on ne parle pas encore de mandat d'arrêt international américain qui aurait été produit, non. On l'arrête parce qu'il y a ce mandat d'arrêt spécifique, parce qu'il n'a pas respecté les conditions mises à sa libération et qu'un mandat d'arrêt a été émis britannique à ce sujet. Ça, c'est le matin. Il arrive, et puis l'après-midi, il est directement jugé pour ça. En fait, c'était un mandat d'arrêt en attente d'être jugé pour le fait de ne pas avoir respecté ces conditions. Et immédiatement, il est jugé dans l'après-midi et condamné. Et le juge qui le reçoit a des mots très très durs à son égard. Et déjà, nous, quand on apprend ça, que ce soit avec Anomie ou avec d'autres membres de l'équipe, on est un peu choqués parce que le juge va dire « Mais vous n'êtes qu'un narcisse, vous êtes narcissique, vous, Julian Assange, tout ce qui vous intéresse, c'est votre propre égoïsme. » Et on se dit « Mais c'est quand même pas possible d'imaginer qu'un juge du même tribunal qui après va devoir se pencher sur la demande d'extradition attaque comme ça une personne. On s'attend quand même qu'un juge, anglais en plus, hein, à demi, avant qu'on soit associé, était mon prof de droit constitutionnel, ce qu'on a toujours dit, la Grande-Bretagne, oui, c'est vraiment un exemple, hein, le Bill of Rights, merci. Hein. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, ça va pas continuer. Comment se fait-il que ce juge anglais prend une position déjà si partiale ? Bon, le juge le reçoit, l'invective, le condamne, et puis il sort de cette audience et directement, paf, il reçoit le mandat d'arrêt international américain. On lui donne après, sans qu'il soit averti, avec alors les fameux actes d'accusation sur lesquels on reviendra, qui ont été mentionnés par Balthazar. 11 avril 2019, on l'attend, 18 jours après, il est condamné à 50 semaines de prison pour ne pas avoir respecter justement ces conditions mises à sa libération, et il est emmené à Belmarsh. À partir de ce moment-là, alors commence son calvaire à Belmarsh, puisqu'il est là mis en détention, à l'isolement, hein, le 11 avril 2019, et ça va durer des mois. On lui sert son mandat d'arrêt international, et petit à petit, alors, va se préparer sa défense. Par une équipe d'avocats britanniques très compétentes, qui réfléchissent, qui essaient de voir un peu quels sont les arguments qui peuvent être développés. Et il y a des audiences qui se dessinent. Hein, on est là en février de l'année 2020. Février 2020, premières audiences devant ce tribunal d'instance, on va dire, le Westminster Magistrates Court, qui va traiter l'affaire pendant des jours et des jours, dans des conditions qui sont tout de suite un peu bizarres. De nouveau, j'interroge mon ancien prof en disant c'est quand même pas normal. Il est mis dans une cage en verre, donc c'est un tribunal qui est, disons, cet espace-ci. Il est dans le fond, tout seul. Il ne peut pas parler avec ses avocats. Derrière cette cage en verre, directement, on fait nous, puisqu'on est des avocats qui travaillons en fait sur les aspects de droit européen, de droit humain, relatifs à la Convention européenne des droits de l'homme, directement, est-ce que c'est possible, dans le système de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'un prisonnier soit dans une cage en verre sans qu'il puisse parler avec ses avocats ? Alors, il y a en effet une série de décisions de la Cour européenne qui disent que c'est vraiment pas normal, qu'il faut vraiment des circonstances extraordinaires. Or, il est poursuivi simplement, comme on l'a dit, pour avoir révélé des secrets. Il n'est pas poursuivi pour, je dirais, un crime violent, pour des attaques violentes, pour des meurtres, non, c'est simplement pour avoir révélé des secrets. Et donc, ça semble absolument disproportionné. Et depuis ce moment-là, alors, on fait le décompte de finalement la si mauvaise manière avec laquelle il est traité. Il est transféré, par exemple, de sa prison juste vers le tribunal, dans différentes cellules où il est enfermé pendant plusieurs minutes, dizaines de minutes dans un endroit. Et puis on attend. Il est fouillé à nu.
Et puis, on le transporte dans un autre endroit. Il est de nouveau enfermé, il est de nouveau fouillé à nu. Et puis, il retourne alors après dans le tribunal, l'enceinte du tribunal, derrière ses vitres, où il n'a pas d'accès à ses avocats. Donc il y a des circonstances, je dirais, dans lesquelles il est jugé, qui font que c'est devenu une espèce de procès-spectacle où les conditions minimales dans lesquelles il peut exercer sa défense ne sont pas respectées. Particulièrement alors qu'il vient de passer des longs mois en détention, à l'isolement, qu'il est, enfin, je me souviens, là, on l'a été le voir, c'était 6 mois après son arrestation, avec un demi-chose, on a été vraiment choqué de voir sa situation qu'il avait, alors qu'on allait le voir à l'ambassade de manière régulière, où certes il était déjà affaibli, hein, comme il disait, il n'avait pas la chaleur du soleil sur son visage pendant 7 ans, il était tout blanc, vous avez vu les photos, et là il était vraiment détruit, couché, c'est difficile de rentrer en communication avec lui, et donc c'est dans ces circonstances-là qu'on demandait à cet homme d'aller devant un tribunal pour se défendre sur des accusations d'espionnage et pour pouvoir dire non, je ne suis pas un espion, je suis un journaliste et j'ai donné des informations. Donc il y avait des circonstances qui nous faisaient penser que ça se passait très mal, que ça n'allait pas fonctionner, et puis les audiences ont lieu, puis paf, Covid. Ah ben voilà, alors là, ça devient encore pire, parce qu'il retourne dans une situation encore plus isolée, les audiences sont suspendues, et puis finalement, elles reprennent alors au mois de septembre 2020, et puis on attend, le juge va peut-être postposer ou pas, non, et tout à coup, nouvel acte d'accusation américain. Donc le premier mandat d'arrêt est retiré, donc on est en août 2020, les audiences ont été postposées avec le Covid pour le mois de septembre, et un nouveau mandat d'arrêt est émis, et donc on pense que ça va être postposé pour qu'on puisse un peu travailler là-dessus, non ? L'affaire continue, l'affaire est traitée. Les témoins, vous savez, c'est le système britannique, donc c'est un système où les témoins viennent, ils sont contre-interrogés. Comme c'est Covid, ben non, on ne le fait pas, c'est tout par vidéolink qui ne fonctionne pas, donc ça devient une mascarade. Et puis, l'affaire est prise en délibéré, comme on dit, et la juge alors prend sa décision en janvier 2021, et à la surprise générale, elle dit pas d'extradition. J'ai interdit l'extradition. On se réjouit. Ah ben, finalement, ce juge qui avait quand même l'air bizarre, ses conditions un peu extraordinaires, il a quand même pris une bonne décision. Le juge anglais est un vrai juge anglais, comme on l'imagine. Finalement, la décision, elle est prise pourquoi ? Parce que la juge, elle va considérer qu'il est certain, il y a un risque qu'il, s'il est extradé aux États-Unis, il sera mis dans des conditions de détention à l'isolement, très dur, et que ces conditions à l'isolement sensoriel auront des conséquences très graves sur la santé mentale, et que donc l'extradition sera oppressive, pour utiliser le terme de la loi anglaise, c'est-à-dire consisterait en une violation, un risque de violation, pour parler en termes, je dirais, de la Convention européenne des droits de l'homme, de violation de l'article 3 de la Convention, prohibition absolue de la torture. Et puis, on est très content, évidemment, mais évidemment les États-Unis font appel, et les États-Unis font appel, alors la procédure anglaise, j'ai mes collègues anglais qui sont là, ils me pardonneront, mais personne ne la comprend. C'est une procédure où vous faites appel d'une décision d'instance. Et comment est-ce que vous faites ? Ici, n'importe où, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, vous avez fait un acte d'appel et vous allez voir votre juge d'appel. En Grande-Bretagne, c'est pas comme ça. Vous devez faire une demande d'appel et vous devez recevoir l'autorisation pour faire appel, de leave for appeal. Et donc, ça prend du temps. Alors, le juge... les États-Unis font un appel, il y a un leave for appeal, mais pas sur tous les motifs qu'ils avaient invoqués. Donc ils font appel du leave for appeal qui est limité qu'ils avaient eu devant un autre juge qui dit ok, vous pouvez faire appel sur tous les motifs que vous invoquez. Enfin, ça devient d'une complexité où plus personne ne sait en fait ce qui va se passer dans cette procédure. C'est très compliqué de savoir vers où on va. C'est ce que certains ont appelé la punition par la procédure, parce que la procédure est tellement complexe, tellement compliquée que vous ne savez pas vers où ça va. Bref, finalement, alors, le juge, la High Court de Londres, prend l'affaire, et là, scandale ou situation extraordinaire, elle annule la décision de refus d'extradition du premier juge. Et à ce moment-là, nous, alors on peut faire appel, parce que tout le monde peut faire appel tout le temps, donc on fait appel, on demande un leave for appeal qui est autorisé à la Supreme Court, et puis finalement la Supreme Court, et ça c'était le 14 mars 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, a décidé que notre appel n'était pas recevable contre la décision qui avait annulé
la première décision qui refusait l'extradition. Et donc, ça veut dire qu'on a une décision à un moment donné excusez-moi, c'est compliqué, je ne sais pas si vous suivez, moi j'arrive plus très bien à suivre, et donc je pourrais donner la parole à mes collègues anglais, mais à ce moment-là, appel est perdu, et donc la décision d'extradition devient exécutoire. Et puis le ministre prend une décision en disant on peut l'extrader, ça c'était en septembre 2022, mais on a fait un appel contre cette décision. Donc ça veut dire qu'on est maintenant en appel contre cette décision pour voir si on peut faire appel contre la décision. Et là, on est dans une situation où on attend la décision de la High Court qui va dire si oui ou non on peut faire appel à la décision. Si vous n'avez pas tout compris, on peut en parler après, je serai disponible là-bas, on peut en parler pendant des heures. Mais la conclusion de tout cela, c'est que certains motifs d'extradition, donc la question qui n'est pas discutée, qui est de savoir si, quand il se retrouvera aux États-Unis, il pourra être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, et qu'à ce moment-là, même si la Cour d'appel a dit oui, mais les États-Unis ont promis qu'ils ne le mettront pas dans cette situation-là, que voilà, on vous promet qu'il ne sera pas mis dans cette situation-là, donc on donne des assurances diplomatiques. Cet aspect-là de l'affaire est terminé. Donc ça veut dire qu'on a introduit, suite à cette décision dont j'ai parlé du 14 mars 2022, un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme le 14 juillet 2022. Donc cet aspect-là du dossier est pendant devant la juridiction internationale, puisque c'est un petit peu le travail pour lequel on a été, je dirais, consulté par Julian, c'était en 2015, je pense, Balthazar c'était en 2012, mais nous c'était en 2015. Et donc voilà, cette situation qui me suffoque, parce que c'est vraiment impossible de savoir maintenant vers où on va. On est dans une situation où du jour au lendemain, on peut... C'est trop long ? Oui, d'accord. C'est mon prof qui parle, j'étais déjà assez long quand j'étais étudiant, sans doute. Mais toujours est-il que la situation maintenant est que on ne sait pas trop quand il va y avoir une décision judiciaire qui va donner l'autorisation de faire appel ou pas, mais que cette décision peut tomber à n'importe quel moment, et que si c'est une décision négative, cette décision, elle aura pour conséquence son extradition. Donc on est dans une situation où, je dirais, en tant qu'avocat, on essaye de trouver des moyens. Les seuls moyens que l'on a, ce sont les moyens, comme Balthazar l'a évoqué tout à l'heure, les décisions nationales, elles ont toujours été négative dans l'affaire de Julian. Tu parles français en fait, tu fais semblant. Ouais. Elles ont toujours été négatives dans l'affaire de Julian et qu'on se repose principalement sur un désespoir de résolution par des décisions internationales.